Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons donc démarrer cette table ronde du Grand Genève qui aurait dû être la table ronde numéro 2 de l'année 2020, mais compte tenu des événements, eh bien, ça n'est que la première. Et c'est une première également parce que c'est la première fois que cette table ronde du Grand Genève a lieu de manière virtuelle. Alors, parmi vous, il y a peut-être des habitués de cette manifestation qui a pour vocation de discuter de manière très concrète de sujets qui intéressent les entrepreneurs, quel que soit le côté de la frontière sur lequel ils sont établis et qui intéressent aussi les entrepreneurs qui travaillent des deux côtés de la frontière. Nous sommes pour organiser ces tables rondes du Grand Genève. Nous sommes plusieurs acteurs et nous ne sommes pas trop pour trouver les meilleurs sujets et les meilleurs intervenants. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, Pierre-Marie Durécu qui sera aujourd'hui le Deus ex machina puisque c'est lui qui va passer les slides. Le pôle métropolitain du Genevois français, l'agglomération franco-valdo-genevoise Grand Genève. L'État de Genève est représenté au travers de la Direction générale pour le développement économique, la recherche et l'innovation, DGDRI de son petit nom. Archpark, que certains d'entre vous connaissent peut-être mieux sous son ancien nom de Technopôle d'Archamps, et puis la Maison de l'économie et développement. Alors, j'ai l'habitude de demander aux représentants de ces différentes institutions de se faire connaître quand on est en live. Eh bien là, il faut juste vous imaginer qu'ils sont rivés à leur casque pour suivre cette table ronde du Grand Genève. Alors, le thème aujourd'hui, c'est donc la mise en place d'un plan RSE. La question est, est-ce qu'il s'agit d'un outil marketing ou bien est-ce qu'il y a une véritable valeur ajoutée pour une entreprise à déployer un plan de responsabilité sociale? Nous verrons également, alors on va commencer par un petit peu de théorie, mais nous verrons surtout comment, combien ça coûte, est-ce que c'est compliqué, éventuellement les erreurs à ne pas faire. Alors, nous allons commencer de la manière habituelle, c'est-à-dire que je demanderai à chacun des intervenants je lui poserai une brève question et lui demanderai de faire une petite introduction. Et puis ensuite, au moment de la table ronde proprement dite, tous les participants, je vous demanderai de bien vouloir poser les questions au moyen du petit onglet Q et R. Si vous regardez sur un iPad ou sur un écran d'ordinateur, vous verrez que le petit pictogramme Q et R ou Q&A, si vous avez téléchargé Zoom en anglais, apparaît en bas de l'écran, en bas de votre écran. Il faut passer votre curseur et il y a une bande noire avec différents boutons qui apparaît et le QR se trouve à cet endroit-là. Alors, j'ai passé en revue très rapidement, vous présenter très rapidement les différents intervenants de la matinée. Je les prends dans l'ordre d'apparition à l'écran, hein, comme on dit dans le cinéma. Olivier Colloc, qui est chef d'entreprise, mais qui est aussi président du réseau Green de la vallée de l'Arve, qui nous expliquera ce que c'est. Thibault Liebengut, co-gérant et consultant de AirCop. Denis Teucher, qui est responsable du développement durable à Genève Aéroport, et François Sibyl, qui est co-directeur du DAS en management durable de la HEG, la Haute École de Gestion de Genève, et qui est par ailleurs également consultant, si bien qu'il marie la théorie et la pratique. Et on va commencer par un tout petit peu de théorie. Monsieur Sibyl, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de nous rappeler brièvement qu'est-ce que c'est exactement la RSE? Peut-être en deux mots, de nous dire, on utilise volontiers, surtout à Genève, où on aime bien les anglicismes, on parle aussi de CSA, Corporate Social Responsibility. Vous nous direz que c'est pas tout, ça ne recouvre pas tout à fait le même concept. Voilà, est-ce que vous pouvez nous poser un petit peu le cadre et nous dire si la mise en place d'un plan RSE, c'est une grosse encouble qui va être
une de plus pour les entreprises ou bien si au contraire, ça peut être quelque chose de pratique et de facile à mettre en œuvre. C'est à vous. Merci. Alors, effectivement, la responsabilité sociétale, si on part sur quelque part une définition sur ce que c'est que la responsabilité sociétale, eh ben, quelque part, c'est examiner comment on fonctionne, comment on est organisé, quels sont les produits ou les services que l'on produit ou que l'on distribue, et se poser la question de est-ce que quand on fabrique une bouteille, quand on fabrique un objet technique, quel est l'impact sur l'environnement, sur l'humain de cette activité de production, de la chaîne logistique, du magasin de vente, etc., etc. C'est vraiment se poser la question de est-ce que j'ai des impacts, est-ce que j'ai une incidence sur la santé de mes salariés, sur la qualité de la terre sur laquelle j'ai implanté mon petit site de production, sur l'ensemble de mes parties prenantes avec lesquelles je suis amené à travailler. D'où vient la question de la RSE dans les entreprises et dans les organisations? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est une attente forte d'un certain nombre de partenaires. Ça peut être les salariés qui ont des attentes sur de bonnes conditions de travail, de meilleures conditions de travail, sur, je dirais, déjà un emploi pour certains. Ça peut être une attente, et vous savez que aujourd'hui, nombre de salariés, quand ils rentrent dans une organisation, interrogent l'organisation sur est-ce que vous avez des valeurs, est-ce que vous avez une éthique, quel est votre niveau de cohérence, etc. Au même titre que les entreprises googlisent les salariés googlisent les entreprises. Ça peut être une attente des clients. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une demande croissante d'un certain nombre de clients, que ce soit en B2B ou en B2C, sur la prise en compte des enjeux environnementaux, sur le respect de la loi et ce genre de choses. Ça peut être une contrainte légale. Vous savez qu'il va y avoir une votation cet automne sur la question des multinationales responsables. Il y a un débat en cours. Il peut y avoir comme ça des législations en Angleterre, par exemple. On incite les organisations, les grandes entreprises en particulier, à être très vigilantes sur tous les aspects d'esclavagisme moderne que l'on pourrait retrouver dans toutes les chaînes d'approvisionnement. Donc, sur la chaîne d'approvisionnement aussi, on a un certain nombre d'attentes très, très fortes. Et donc, les entreprises et les organisations, elles sont dans une situation où elles doivent trouver des solutions. Alors, parfois, ces solutions sont faciles, sont simples, c'est des éco-gestes, c'est on va faire du tri des déchets, on va arrêter de faire des impressions couleurs inutiles, etc. Mais assez rapidement, elles peuvent se trouver démunies en matière de méthode. Et là, en matière de solutions, on a la chance, c'est que ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on travaille sur ces sujets-là. Ça fait une dizaine d'années qu'on a publié un référentiel international qui s'appelle l'ISO 26000, qui présente un très bon consensus sur la méthode à mettre en œuvre. Et on a aujourd'hui à peu près 10 ans de retour d'expérience sur la mise en œuvre de ces choses-là. Et ce que l'on constate, c'est que les organisations et les entreprises ont un choix à faire. Ont un choix à faire entre s'engager sur des bonnes pratiques ou se limiter à des actions de greenwashing. Et une étude récente qu'on a conduite avec l'association Oprisco et des étudiants de la Haute École de Gestion de Genève a démontré que sur la Suisse romande, sur le petit échantillon qui est le nôtre, les entreprises sont un peu hésitantes à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elles se rendent bien compte qu'elles doivent prendre ça en compte pour faire du business, mais voilà, c'est principalement centré sur le client, sur la création de valeur pour le client. Et beaucoup sont centrés sur l'investissement à impact positif, sur de la compensation CO2 ou ce genre de choses. Et là, effectivement, il faut prendre un peu de recul et se dire que
la logique anglo-saxonne qui consiste à dire, moi, je produis et quand je produis, que je vends, je gagne de l'argent et fin d'année, avec cet argent que j'ai gagné, je vais par exemple créer une fondation qui va dépolluer, qui va réparer les humains que j'ai pu abîmer un petit peu dans ma préparation, dans ma production. Cette logique de compensation a posteriori, de réparation des impacts négatifs, ce qui rentre complètement dans la logique CSR, Corporate Social Responsibility. Ça, c'est une logique qui doit évoluer, doit mûrir, parce que c'est ni pérenne, ni stratégique, dans la mesure où l'idée aujourd'hui, la responsabilité sociétale, c'est réduire ses propres impacts à la source et ne pas forcément aller dans une logique de compensation. Et donc, pour ce faire, pour sortir ou faire mûrir son modèle existant, eh ben, on a besoin de construire sa compétence parce que être responsable développement durable pendant 1 an et construire un plan d'action raisonnable, c'est donner un petit peu à tout le monde. Maintenant, atteindre des objectifs de performance globale avec un plan de réduction de ses impacts, le tout à échéance de 5 ans, ça, c'est du professionnalisme, ça ne s'improvise pas. Il faut lutter contre un certain nombre de résistances, faire preuve d'innovation, notamment sur le plan de l'organisation et du management. Et ça, c'est un vrai savoir-faire, une vraie compétence. Et c'est en l'occurrence ce qu'on essaye de construire dans la durée au travers des formations et en particulier du DAS en management durable que l'on fait à la Haute École de Gestion de Genève. Et la petite étude dont je vous parlais tout à l'heure, je vais reprendre un verbatim de l'une des personnes interviewées qui représentait le point de vue assez bien de l'ensemble des organisations et des entreprises interviewées, qui disait c'est simple, on sait que c'est une problématique qui s'impose un peu à nous, la RSE. Parfois, on est obligé de le prendre comme une contrainte, mais il faut que ça devienne très rapidement une opportunité parce que si on reste dans la contrainte et dans une manière de se protéger contre ces risques-là, et si on ne prend pas en compte, eh ben on sait que demain, on est mort. Et là-dessus, effectivement, ça devient une source d'opportunité pour construire les organisations de demain qui est très, très, très intéressante. Voilà un petit peu pour dresser le portrait de la RSE et de là où on peut en être un petit peu aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. Je vous ai entendu parler d'une projection, enfin d'une planification à 5 ans, de faire changer les mentalités, de surmonter les résistances au changement. Moi, si je suis une PME, je me dis, à moi la peur, ça doit être encore un truc qui est fait pour les grandes entreprises. Monsieur Colloc, vous êtes notamment, parce que vous avez également une fonction dirigeante chez Decathlon, mais vous êtes surtout président du réseau Green. Réseau, vous nous expliquerez dans un moment, qui comporte des petites, des moyennes, des très grandes entreprises. Donc, tout espoir n'est pas perdu pour les PME. Elles peuvent aussi mettre en place un plan de RSE, c'est ça? Effectivement, je suis membre d'une organisation qui s'appelle le Réseau Green. Donc, c'est un réseau d'entreprises, donc effectivement, qui est très local, qui est génération spontanée puisqu'il est né d'une crise. Vous vous souvenez de la crise de la qualité de l'air il y a 3 ans, qu'on a vécu dans la vallée de l'Arve. Et bien de là, des petites entreprises, des grandes entreprises, de tout secteur d'activité. On était un petit noyau au départ et on s'est dit, nous, on est des entrepreneurs et finalement, entreprendre, c'est prendre les choses en main. Et quand il y a une crise, à nous d'en faire des opportunités pour trouver des solutions. Et on a un point commun, on habite tous dans ce territoire, qui est la vallée de l'Arve, donc on partage un certain nombre de communs. On respire le même air, on peut être concurrent, on peut avoir des activités qui n'ont rien à voir entre elles, entre une entreprise qui travaille le bois, une entreprise qui fait des produits de sport ou une entreprise qui fait du décolletage. Quelle que soit sa taille, on a quand même des communs. Ces communs, c'est l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la montagne qu'on admire et dans laquelle on adore passer nos week-ends ici.
Et donc ça, c'est fondamentalement important qu'on se mette ensemble pour travailler sur ces communs. Alors, on a choisi des axes, ces axes de travail communs. Donc, c'est sans aucune intervention publique, hein, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une génération spontanée. Et on travaille sur la mobilité pour les collaborateurs, par les collaborateurs. On travaille sur l'efficience énergétique dans les entreprises. On a des bâtiments, il faut les chauffer. On a des machines, il faut leur amener de l'énergie. Donc, comment faire pour réduire cet impact? Et puis, bien sûr, sur l'économie circulaire, troisième axe. L'économie circulaire, c'est quoi? Ben, c'est simplement l'idée que plutôt que d'extraire des matières pour en faire des produits, les utiliser et ensuite les jeter dans la nature, quelque part, on peut être plus intelligent et faire en sorte que les déchets des uns soient transformés par les autres pour entrer dans les productions, dans les fournitures d'autres entreprises. Avec l'idée que si on fait ça à l'échelle locale, ça peut créer beaucoup de valeur ensemble. Hein, donc, ça, c'est fondamentalement important. On croit beaucoup au réseau. Et tous les gens qui ont démarré cette aventure il y a 3 ans, on est arrivé avec nos petits bras, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait dans nos entreprises? Déjà, la première vertu, c'est de partager. Donc, si on peut passer le slide suivant, en fait, on s'est rendu compte qu'une entreprise, elle veut par nature être durable, c'est-à-dire durer et continuer d'exister, quelles que soient les crises qu'on peut traverser et les crises qu'on va traverser ou qu'on est en train de traverser. C'est le bon moment pour en parler. Puisqu'effectivement, une entreprise, elle n'a pas pour vocation à rester statique, elle a pour vocation à se transformer, à évoluer dans un écosystème qui est favorable. Si cet écosystème est attaqué, eh bien aujourd'hui, chaque entreprise doit travailler sa propre vision et doit travailler, si je reprends un peu les mots de M. Sibyl tout à l'heure, sur qu'est-ce qui fait sens profondément, quel est son ADN, hein, dans son ADN, ses valeurs profondes, son sens, et quelle est son utilité aux différentes parties prenantes, pour reprendre vos mots de tout à l'heure, que ce soit les collaborateurs, hein, les gens avec qui on fait entreprise, que ce soit les clients, les non-clients, c'est-à-dire les citoyens, les voisins, etc., tous les gens qu'on impacte, les partenaires, les prestataires, et puis, de façon générale, la collectivité. Donc ça, quand on commence à réfléchir à son utilité, à son impact, ça c'est très intéressant. Mais pour ça, on ne peut pas réfléchir tout seul. Et certes, on doit travailler en profondeur dans son entreprise et dans son objet avec ses propres valeurs sur définir des indicateurs très précis qui disent quel est le sens de mon entreprise, comment je vais mesurer cet impact et qu'est-ce qui fait utilité pour les différentes parties prenantes. Mais on sera beaucoup plus fort, et on peut passer le slide suivant, et c'est un petit peu l'idée de Green, si on se met en réseau. Parce qu'en réseau, on est beaucoup plus fort pour s'occuper de nos communs, hein, puisque les communs nous appartiennent à tous. Et puis, très souvent, d'un métier à l'autre, entre une petite entreprise et une grande entreprise, on a des méthodes qu'on peut partager. Et on se rend compte qu'on peut vraiment créer des choses particulièrement intéressantes sur un certain nombre de choses qu'on a du mal à résoudre tout seul dans son coin. Alors, c'est une double vertu. Hein. Certes, on va travailler sur très concrètement sur du covoiturage en réseau qui dépasse simplement le cadre de la machine à café de l'entreprise, mais qui est au niveau d'un territoire. On va partager des bonnes pratiques sur comment moins consommer d'énergie, comment en produire plus. Et puis, surtout, on peut essayer de se dire, moi, je produis quels déchets et j'ai quels besoins entrant dans mes productions ou mes fournitures, et regarder ce qui se fait chez les voisins d'à côté, si les déchets des uns peuvent devenir les entrants des autres. Et là, ça devient très, très intéressant parce qu'on devient extrêmement soudés, on apprend les uns des autres, résilients, et on croit beaucoup à ça. Donc ça, c'est une expérience qui est relativement récente, hein, on est une bébé association.
On essaie d'être très frugal en ressources, mais le plus généreux possible en temps donné, parce qu'on croit que c'est surtout une grande transformation. Elle ne se fera que si toutes les fourmis dans toutes les entreprises, si je peux dire, ou toutes les abeilles, vont pouvoir travailler ensemble collectivement. Hein. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit les collaborateurs des entreprises qui interviennent plutôt qu'une affaire de dirigeants ou de stratégie d'entreprise un peu haut perché. Hein, on veut que ce soit pris en main par les personnes. Voilà l'angle qu'on a pris au niveau de Green pour à la fois impulser en profondeur les stratégies des entreprises dans leur transformation, mais en même temps impacter au niveau du territoire en travaillant ensemble sur des problématiques communes. Je vous remercie. Tout à l'heure, je vous demanderai peut-être de nous donner un ou deux exemples concrets du réseau, notamment comment les déchets des uns sont utilisables comme ressources pour d'autres. Alors bon, on a compris que la RSE, ça s'applique à des PME, à des grandes entreprises. Je vais maintenant donner la parole à une très grande entreprise, mais alors non seulement elle est grande, mais en plus elle a une solide réputation de pollueuse. Et j'aimerais demander à Monsieur Teucher de Genève Aéroport si, au fond, on peut faire de la RSE quand on est un aéroport. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une démarche développement durable, ça fait d'autant plus de sens quand on est une entreprise qui pollue beaucoup, effectivement, parce qu'il est important du coup de gérer ses impacts au mieux, de pouvoir chercher à les minimiser. Et donc, je pense que ça fait encore plus de sens par rapport à une petite entreprise où les seuls impacts seraient liés, par exemple, à la consommation de papier. Donc, voilà, pour un aéroport, il y a beaucoup d'axes sur lesquels travailler. Et donc, pour nous, c'est une démarche d'amélioration continue, le développement durable. Donc, ça fait depuis… il y a des mesures qui sont prises pour lutter contre le bruit depuis les années 80. La première politique environnementale de Genève Aéroport date de la fin des années 90, 90. À partir des années 2000, il y a eu un travail aussi qui a été engagé sur les conditions de travail, la politique RH, tout le thème de la santé et sécurité au travail. Et puis, par la suite également, tout ce qui concerne les achats, la manière de faire des partenariats avec des fournisseurs. Donc tout ça, ça s'est mis en place progressivement. Et on est parti de beaucoup d'actions qui étaient mises en place dans différents départements, différents services. Et depuis quelques années, on œuvre à justement structurer mieux cette démarche pour gagner en efficacité, gagner en cohérence. Et depuis 2 ans, nous avons maintenant formalisé nos engagements en matière de développement durable. Ces engagements, ils s'articulent autour de 4 piliers principaux qui prennent en compte les préoccupations de nos parties prenantes et qui contribuent également à 11 des 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU pour l'horizon 2030. Monsieur Sibyl parlait tout à l'heure de l'importance, la difficulté de définir aussi des objectifs à long terme. Jusqu'à aujourd'hui, on avait des objectifs environnementaux définis tous les 3 ans et on est actuellement en plein travail pour définir des nouvelles cibles, aussi bien sur les thèmes environnementaux, sociaux qu'économiques, horizon 2025. Et ça constituera donc notre future feuille de route pour les prochaines années. Donc, vous pouvez passer au slide suivant et je vais vous présenter quelques exemples d'actions concrètes qui ont été mises en œuvre au cours des dernières années. Concernant donc la politique environnementale, donc nous abordons tous les domaines environnementaux. Bien sûr, le thème des émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Et une des mesures les plus significatives pour diminuer ces émissions de CO2 a été l'installation progressive de systèmes de fourniture d'électricité, d'énergie pour les avions lorsqu'ils sont stationnés.
Donc, on a aujourd'hui plus de 40 positions qui sont équipées de ces systèmes et donc qui permettent aux avions d'éteindre aussitôt leur turbine et ainsi voilà, de ne plus produire de CO2, de nuisances sonores et tout en économisant bien sûr les coûts liés au kérosène. Plus récemment, on a également installé ces 2 dernières années près d'une vingtaine de pompes à chaleur aussi sur ces positions de stationnement des avions pour fournir de l'air préconditionné aussi de manière la plus efficiente possible. On a une politique énergétique qui est très ambitieuse. On a aujourd'hui déjà près de 12 000 mètres carrés de panneaux solaires qui sont installés sur nos toitures et avec un projet de multiplier par 5 ces surfaces en collaboration avec les SIG. En matière d'énergie, on a également un engagement très fort qui est celui de s'affranchir des énergies fossiles pour la production de chaud et de froid à l'horizon 2025-2026. Et c'est un objectif qu'on atteindra notamment grâce au projet Génilac, dont vous avez certainement entendu parler, donc, qui permet d'utiliser la température de l'eau du lac voilà, pour produire aussi bien du froid que du chaud. Et donc, grâce à ce système, on va voilà, économiser plusieurs tonnes de CO2. Et puis, également, on sera moins soumis aux fluctuations des prix sur les énergies fossiles. Et puis, il y aura également des bénéfices pour les communes riveraines, puisque aujourd'hui, ce réseau, il est essentiellement au centre-ville, ce réseau Génilac, et il alimente aussi les nations, le quartier des Nations Unies. Et une fois que ce réseau sera étendu jusqu'à l'aéroport, voilà, il permettra aussi d'alimenter toutes les communes aux alentours. Un autre projet significatif de ces dernières années a été la construction de bassins de rétention, de canalisation pour gérer les eaux qui sont polluées par les produits de dégivrage. C'est des investissements de plus de 25 millions de francs qui ont été réalisés ces dernières années. Et puis, en parallèle, on a aussi défini une nouvelle filière pour la revalorisation de ces produits de dégivrage. Donc, c'est de nouveau un partenariat avec les SIG qui nous permet de transformer nos résidus de dégivrage en biogaz via un processus de digestion au SIG. Et par ce biais, on économise une taxe d'épuration et en plus, on produit une nouvelle source d'énergie. Donc, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Je propose de passer au prochain slide. Donc, un des grands axes aussi de notre politique de développement durable est bien sûr la lutte contre les nuisances en matière de bruit, bien sûr. Donc, on applique depuis de nombreuses années des redevances incitatives lors de chaque atterrissage des avions. Donc, ces redevances, elles ont pour objectif d'encourager les compagnies aériennes à venir à Genève avec les avions les plus modernes, les moins bruyants, les plus efficaces en matière d'énergie. Et cet argent, on le réinvestit notamment dans le programme d'insonorisation des logements riverains, donc programme qui a débuté en 2004. Aujourd'hui, c'est plus de 3500 logements qui ont été insonorisés, plus de 50 millions de francs qui ont été dépensés à cet effet. Il y a également des logements qui ont été insonorisés sur la commune de Ferney-Voltaire. Le programme s'est achevé sur cette commune. Et puis, nous avons aussi tout un réseau de mesures du bruit aux alentours de l'aéroport. Et tout le résultat de ces mesures sont disponibles depuis notre site internet. Donc, si vous allez sur la page gva.ch/bruit, vous pouvez ensuite accéder à une plateforme qui vous donne tout un tas d'informations sur les vols de la journée. Et donc, voilà, vous pouvez prendre connaissance de ces données. Et c'est pour nous très important d'être transparent sur ces impacts. Et voilà, nous souhaitons maintenir un dialogue. Nous maintenons un dialogue avec l'ensemble de nos parties prenantes sur ces thèmes, que ce soit avec les autorités,
ou le public de manière générale. Où il y a plusieurs commissions qui se réunissent périodiquement, des présentations qui sont faites au public, des vidéos qui sont présentées sur nos réseaux sociaux aussi pour expliquer un peu les différentes actions qui sont mises en place par l'aéroport. Et puis, on publie également tous les 2 ans un rapport de développement durable dans lequel on fait état de nos performances dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux. Et donc, nous sommes en train d'achever la dernière version qui sera publiée sous la forme d'un rapport digital dans le courant de l'été ou d'ici la rentrée. Par rapport à la qualité de l'air, nous avons aussi tout un réseau de mesures de la qualité de l'air qui est aussi, dont les mesures sont contrôlées et vérifiées par le canton. On a une station aussi en bord de piste qui mesure les polluants directement au bord de la piste. Et donc, ça nous permet de voir voilà, quelle est la situation et puis ensuite de voir les améliorations. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, la pollution de l'air est surtout détériorée en front d'aérogare, là où il y a toute l'accessibilité. Mais en réalité, toutes les mesures qui sont faites en bord de piste, on respecte toutes les valeurs qui sont définies par la loi. Un autre pan qui est plutôt par rapport aux impacts positifs de l'aéroport, c'est qu'on réinvestit une partie de nos bénéfices dans notre politique de sponsoring. Donc, c'est près de 900 000 francs chaque année qui sont dépensés en soutien pour des projets, des manifestations, des associations culturelles, sportives. Et on œuvre ainsi à renforcer notre ancrage local et puis à soutenir toutes ces associations qui sont présentes sur le canton de Genève et également en France voisine, puisqu'il y a aussi des festivals, je crois, à Annecy, qui sont soutenus. Ensuite, il y a également, mais je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet, mais il y a aussi, on a tout un plan de mobilité en place pour encourager nos employés, les employés de nos partenaires à utiliser les transports publics. Et puis, on a également un important plan de mesure pour les véhicules, des véhicules qui circulent sur le tarmac, afin de se diriger vers une flotte de véhicules propres, électriques, et puis d'éliminer du tarmac tous les véhicules qui ont plus de 10 ans ou qui sont très polluants. Concernant notre politique en matière de ressources humaines, donc Genève Aéroport, c'est plus de 1100 employés, dont on s'attache à garantir des conditions de travail équitables. On a aussi une politique de santé et sécurité au travail qui est active depuis de nombreuses années. Et donc, on agit sur la prévention des accidents, la prévention du stress, l'alimentation, l'ergonomie des places de travail. C'est tous ces thèmes qui sont abordés sous forme d'ateliers, de différentes sessions qui sont organisées tout au long de l'année et qui permettent donc aux employés d'avoir des conseils pour se maintenir en bonne santé. Voilà. Et nous sommes aussi une entreprise qui agit beaucoup au niveau de l'insertion professionnelle. D'une part, chaque année, il y a une quinzaine de personnes qui sont engagées directement via l'Office cantonal de l'emploi, ce qui nous permet de bénéficier du label 1+ pour tous. Et puis, nous sommes également une entreprise formatrice, puisque de nombreux emplois spécifiques, on va dire, au secteur aéroportuaire nécessitent une formation complète qui est totalement prise en charge par Genève Aéroport, que ce soit des formations des pompiers d'aéroport, des agents de sûreté ou dans d'autres domaines opérationnels. Donc, c'est des formations, c'est des gens qui sont formés de A à Z et puis ensuite qui peuvent rester en fonction le plus longtemps possible à l'aéroport. On a une politique de formation continue aussi pour maintenir l'employabilité
des employés. Et puis, on encourage aussi la reconversion professionnelle quand c'est possible. S'il y a des personnes qui, suite à des accidents ou autres, ne peuvent plus continuer leur métier, on travaille aussi avec les assureurs pour voilà, leur fournir des nouvelles formations et leur trouver une nouvelle place dans un autre département. Et voilà, plutôt que de devoir voilà, qu'on ne puisse pas continuer à travailler ensemble. Finalement, donc pour pouvoir mener à bien notre mission, on a besoin de nombreux partenaires. Sur le site de l'aéroport, c'est plus de 200 entreprises qui sont présentes. Et donc, on doit aussi faire voilà, de nombreux achats de services de fourniture pour pouvoir voilà, faire nos activités dans les meilleures conditions. Dernièrement, nous avons établi une charte à achat responsable qui définit nos exigences de base en matière de développement durable à l'attention de l'ensemble de nos fournisseurs. Et c'est un document qui fait désormais partie de nos conditions générales. C'est un document qui contient aussi des recommandations en matière de développement durable et dans certains appels d'offres, lorsque c'est pertinent, on offre la possibilité aussi aux entreprises voilà, d'expliquer ce qu'elles font pour le développement durable et si ce sont des entreprises qui sont engagées, elles peuvent parfois avoir un léger quelques points supplémentaires dans le cadre de l'appel d'offres. Récemment, nous avons aussi agi sur la prévention des conflits d'intérêts. Il y a des formations qui ont lieu à ce sujet depuis plusieurs années et récemment, c'est une plateforme pour les lanceurs d'alerte, une plateforme anonyme qui a été mise en ligne et qui permet voilà, aux gens qui ont des soupçons sur des conflits d'intérêts ou voilà, et c'est une plateforme qui leur permet voilà, d'annoncer ces cas de manière anonyme et ainsi voilà, sans avoir potentiellement à subir des mesures de rétorsion. Et puis, donc on a beaucoup parlé c'est M. Colloc qui parlait voilà, de se mettre en réseau. Oui, c'est vrai qu'on travaille énormément avec toutes ces entreprises sur le site, que ce soit dans la politique de gestion des véhicules, dans le cadre du plan de mobilité. Et puis, on a également beaucoup d'échanges de bonnes pratiques au niveau des autres établissements publics autonomes. On a des réunions aussi périodiques pour discuter des achats responsables de différents thèmes, gestion de l'énergie, etc. Et puis, on entretient également aussi des relations avec des autres aéroports européens et on se réunit aussi périodiquement avec eux pour échanger nos expériences, les bonnes pratiques et puis voilà, faire profiter à chacun des bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place à leur niveau. Donc voilà, peut-être pour conclure cette première partie et pour recoller au titre de ce workshop, de ce webinaire. Donc, une démarche développement durable crée de la valeur pour l'entreprise, des économies substantielles, notamment que ce soit en termes d'énergie. On fait des économies quand on trie bien les déchets. Après, quand on a des employés qui sont en bonne santé, engagés, c'est aussi moins d'absence, moins de turnover, donc également des bénéfices économiques. Et donc, une stratégie de développement durable pertinente crée de la valeur aussi bien pour l'entreprise que ses parties prenantes, l'ensemble de ses parties prenantes. Et sur cette base, ensuite, ça peut devenir un outil marketing, mais seulement voilà, une fois que la démarche a été bien construite et structurée. La valeur vient avant l'outil marketing. Voilà. Merci, Monsieur Teucher. Donc, on voit que beaucoup de choses sont possibles. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Liebengut. Vous êtes co-gérant de AirCop. Comme son nom l'indique, c'est une coopérative. Vous donnez des conseils aux entreprises en matière de RSE. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à une entreprise, une PME qui vient et qui vous dit j'aimerais bien faire de la RSE, par où commencer? Qu'est-ce que vous répondez?
Alors bonjour à tous, merci pour cette question. Donc moi, effectivement, je suis Thibaut Liebengut, je dirige une coopérative d'entrepreneurs du changement qui est basée à Annecy, donc pas très loin, Genève. Notre objectif à nous, c'est en gros, c'est d'aider les entreprises à avoir un impact positif, les accompagner vers un impact positif, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On bosse dans différents domaines comme la stratégie, les gestions de projet, on fait des évaluations d'impact, de l'animation, de la facilitation, on fait beaucoup de choses différentes, mais avec un seul objectif commun, c'est d'avoir un impact positif avec nos écosystèmes, avec nos clients. Aujourd'hui, quand on veut se lancer, si on est une entreprise, qu'on soit une toute petite entreprise ou une très grosse entreprise, la première chose, c'est déjà d'appréhender les enjeux, de regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Je pense que quand on allume la radio ou la télé tous les jours, on le voit de différentes manières. On est dans un contexte un peu compliqué au niveau environnemental et social. Au niveau de la biodiversité, la disponibilité des ressources fossiles notamment, l'usage des sols, le climat, clairement, qui est peut-être le plus visible, la pollution de l'air, notamment dans la vallée de l'Arve, on en a parlé tout à l'heure. Et en gros, ces enjeux-là nous disent qu'aujourd'hui, faire de la RSE, ou en tout cas s'occuper de ces impacts, c'est plus forcément une valeur ajoutée, c'est même une nécessité. Donc, si on ne le fait pas, on risque nous-mêmes de nous mettre en danger, notre entreprise, mais aussi nous en tant que personne. Aujourd'hui, on peut passer à la slide suivante. Aujourd'hui, donc, ces enjeux nous dépassent, c'est ce que je disais. On peut passer à la slide juste après. En fait, on a 10 ans pour arriver à faire tourner le navire. C'est ce que disent les Américains, turn the ship around. En gros, on est sur un énorme bateau comme ça, qui est très difficile de faire tourner et très lent à faire tourner. Mais aujourd'hui, notamment au niveau climatique, on a 10 ans pour faire changer les choses, pour ne pas aller dans le mur. Aujourd'hui, si on va dans le mur, les effets sont vraiment très complexes. On voit tous les jours, les nouveaux effets du changement climatique se font ressentir, mais les incendies, les inondations, le prix des matières premières, les migrations de masse, les différentes épidémies. Alors là, c'est peut-être rien à voir, mais c'est des choses qui peuvent aussi arriver avec le changement climatique, les problèmes de qualité de l'air. Bref, il faut agir maintenant. Si on ne le fait pas maintenant, on risque d'aller dans le mur. Et aujourd'hui, pour le faire, il faut réinventer quelque chose. Parce que changer les pratiques, ça ne se fait pas du jour au lendemain, notamment dans une entreprise. Donc, il faut prendre le temps de savoir déjà ce qu'on fait, pourquoi on fait les choses, pourquoi on fabrique des produits, pourquoi on propose des services, et quelle est vraiment notre raison d'être en tant qu'entreprise. Ça, c'est la première chose sur laquelle on travaille quand on travaille avec un client. C'est de l'accompagner là-dedans. Et ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec l'ensemble de ses parties prenantes internes déjà, ses salariés, mais aussi avec ses parties prenantes externes, savoir aussi quels sont leurs besoins. On en a aussi déjà parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, si on ne prend pas en compte les différentes parties prenantes autour de notre entreprise, créer une stratégie de RSE n'aura aucune utilité. Donc, il faut construire ce nouveau récit, il faut essayer de créer cette vision commune en interne et à l'externe et de recréer du lien aussi. Alors, nous, c'est ce qu'on fait clairement dans la coopérative. Hein. Le fait d'être une coopérative, c'est justement un modèle un peu particulier, j'en reparlerai un petit peu après. Mais du coup, recréer du lien avec soi, avec les autres, voire même avec la nature, voir aussi quel est l'impact qu'on peut avoir avec elle. Et avec l'objectif de changer de modèle. Aujourd'hui, il faut changer de modèle d'organisation des entreprises. Il faut même essayer de redéfinir la réussite des entreprises. Si on passe à la slide suivante. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est une solution. Les entreprises ont un impact significatif sur le climat, notamment, mais elles ont aussi la solution en main. Elles ont la possibilité de faire changer les choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, comme vous l'êtes peut-être certains d'entre vous, nous, dans notre cas exactement, c'est la même chose, on est tous un peu schizophrènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous poussés par cette obligation de croissance. On a tous besoin, besoin, en tout cas, on est poussé par le système à chercher la croissance. On a cette pression économique aussi sur les épaules, qui est toujours de plus en plus difficile. Il faut payer nos salariés, il faut payer les frais, les loyers, etc. Et en plus de ça, on a une espèce de culpabilité aussi. Notre activité est forcément destructrice à partir du moment où on se déplace, où on fabrique des objets, on a forcément un impact environnemental et social. Et en plus de ça, on a un rapport aussi aux générations futures qui est de plus en plus présent. Aujourd'hui, on se rend compte que nos enfants vont peut-être hériter d'une planète qui ne sera pas dans le même état que nous, on l'a récupérée.
et nos petits-enfants encore plus. Et on le revoit aussi encore plus dans le moment où on embauche des salariés, où les salariés viennent toquer à notre porte, que ce soit dans des petites ou des grosses entreprises. Les gens sont en recherche de sens. Et aujourd'hui, ils font vraiment attention, et vous le disiez tout à l'heure sur l'aéroport, font attention à ce que fait l'entreprise qui va les embaucher. Et ils sont attentifs à ça et ils sont prêts à vous dire non si l'entreprise ne respecte pas un minimum son impact environnemental ou social. Donc en gros, il faut redéfinir un peu la réussite des entreprises et essayer de devenir une entreprise du futur. J'aime bien ce mot, l'entreprise du futur est un objet sociétal augmenté. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux humains et des enjeux environnementaux qui sont maintenant cruciaux dans une entreprise. Et ça, maintenant, il faut les pousser pour essayer de redéfinir la réussite de l'entreprise. La réussite aujourd'hui, c'est quoi? Quand on est une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est peut-être déjà d'essayer de produire moins, ou en tout cas de produire mieux, moins mais mieux. C'est d'essayer de pas forcément simplement concilier la croissance et la réduction d'impact, mais parce que ça, c'est insuffisant face aux enjeux environnementaux aujourd'hui. On ne pourra pas tenir les 1,5 degrés de réchauffement climatique avec simplement la croissance et la réduction d'impact. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, produire moins, mais aussi inciter vos consommateurs à consommer moins et plutôt favoriser la réparation, favoriser la durabilité des produits, la fidélisation de vos clients. Il faut aussi peut-être chercher en tant qu'entreprise à ne pas forcément avoir une taille maximale, de ne pas grandir, mais simplement avoir une taille optimale, là où vous vous sentez bien, là où vous avez une rentabilité, et forcément être un petit peu en opposition à ce qui est la croissance infinie qu'on voit souvent. Et la réussite de l'entreprise, elle peut aussi passer par avoir une contribution positive. Aujourd'hui, avoir une contribution positive, c'est faire preuve, comme l'a dit aussi Olivier tout à l'heure, d'être presque dans une économie régénératrice. C'est d'avoir plus un impact positif que négatif et faire en sorte aussi de se préparer à demain, parce que le monde sera différent dans 10 à 20 ans. Les conditions dans lesquelles nos entreprises vont évoluer seront complètement différentes. Et ça, pour faire preuve de résilience, il faut se préparer. Voilà. Il faut se préparer au changement, il faut adapter notre stratégie. Et ça, il faut le faire dès maintenant parce que, encore une fois, ça ne se fera pas en 2 ans. Ce n'est pas en 2 ans qu'on transforme une entreprise du tout au tout. Et ça va prendre un peu de temps, mais c'est nécessaire. Et donc aujourd'hui, pour se lancer, quelles sont les solutions? Clairement, c'est déjà de produire des produits ou des services à impact positif. Donc ça, je viens de le dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des produits qui économisent des ressources. On parle d'une voiture plus légère, simplement, déjà, si on se focalisait sur des produits qui consomment moins d'énergie. Ça serait une première chose. Ça peut être, là j'ai mis l'exemple d'un mouton, produire de la laine peut avoir un impact positif sur le climat en fonction de la méthode de culture, de la méthode d'agriculture et d'élevage des moutons. On peut capter plus de CO2 qu'on en émet dans le processus de production après du pull ou des chaussettes ou du produit en laine. Donc ça, c'est des exemples de produits qui peuvent économiser des ressources. Mais aussi plus circulaires, des produits ou des services plus circulaires. Encore une fois, Olivier Colloque et le système Green nous le montrent. En local, ça peut marcher, l'économie industrielle et territoriale locale fonctionne et ça, il faut le pousser. Les ressources des uns peuvent devenir les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres. Mais on peut même aller jusqu'à transformer des business models. On l'a vu, Michelin le fait très bien. Michelin ne vend plus des pneus pour les bus et les camions, mais loue du kilomètre. Et transformer son business model pour récupérer les pneus en fin de vie, les rechaper et les remettre sur le circuit. Et du coup, produire moins de produits. Après, c'est aussi, je parlais de communication tout à l'heure, de comment inciter les consommateurs à ne pas, mais à moins consommer ou à mieux consommer. Donc ça, c'est une chose aussi très, très importante parce que la solution, elle ne vient pas que de nous, mais elle vient aussi des consommateurs. Et enfin, mais il y a aussi quelque chose qu'on fait depuis longtemps, mais il ne faut pas l'oublier parce que ça a son importance, c'est de développer des projets philanthropiques. Des projets philanthropiques, ça a son importance parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, notre rôle n'est pas forcément d'aller préserver les zones humides à côté de chez nous. Il y a des gens qui sont dédiés à ça, des acteurs de terrain. Par contre, il faut les aider parce que ces gens-là n'ont pas forcément les moyens de le faire dans les bonnes conditions. Donc, avoir un projet de philanthropie, avoir une stratégie de philanthropie, c'est quelque chose de très important. Nous, pour l'exemple, on est au 1% pour la planète. Donc, on donne 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et ça, nous le faisons depuis 10 ans.
Enfin, le dernier point, c'est créer la culture d'entreprise. Et c'est là où on expérimente certaines choses au sein d'Aircop. Alors, c'est moins dans l'accompagnement des clients, mais plus dans ce que nous met en place en interne. C'est de créer une culture d'entreprise unique, c'est-à-dire de se baser sur la satisfaction des employés, d'être plus créateur de sens pour eux, de porter un peu leur motivation, de leur donner les moyens d'être plus motivés, plus heureux. Alors, nous sommes une coopérative. Une coopérative, ça veut dire qu'on est tous associés, on est salariés, associés et entrepreneurs. Donc, ce qui crée beaucoup plus de motivation. On partage tous le même projet entrepreneurial et les mêmes valeurs. Et ça me mène sur le dernier point, qui est le côté d'avoir une collaboration plus coopérative et plus transversale. Mais donc ça, nous, on l'expérimente en interne dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on prend des décisions ensemble. Et je pense que maintenant, il est temps, en tant qu'entreprise, de le faire entre les entreprises. Et encore une fois, l'exemple de Green est un très, très bon exemple. Aujourd'hui, on a besoin de coopération. On ne pourra pas réinventer quelque chose, réinventer un modèle économique et faire tourner ce bateau sans travailler ensemble entre nous. Donc voilà, ça pour moi, c'est un des points essentiels, travailler ensemble entre entreprises, mais aussi en interne. Donc, pour se lancer, si je résume en 2 mots, c'est déjà, même plus concrètement, quand un client vient nous voir pour dire quels sont vos conseils pour se lancer. En gros, c'est déjà faire le tour aussi de ce qui est fait en interne. Donc, appréhender les enjeux, anticiper les effets des différents enjeux climatiques ou environnementaux. Faire le tour de ce qui est fait en interne, regarder ce qu'on fait déjà, parce que souvent, on a déjà des petites pratiques qui sont un peu disséminées et les rassembler. Ensuite, il faut rassembler les salariés et essayer de co-construire la stratégie. Donc, c'est là où le côté coopératif intervient aussi beaucoup. C'est aujourd'hui, moi, je ne peux pas mettre en place une stratégie RSE dans une entreprise si c'est uniquement le dirigeant qui me le demande et qui veut le mettre en œuvre. Je ne le ferai que s'il y a une collaboration interne entre les différents types de salariés, que ça va des niveaux les plus bas jusqu'aux niveaux les plus hauts, mais tout le monde doit être impliqué parce que ça va concerner tout le monde dans la mise en œuvre des actions. Et à la fin, du coup, mettre en place ce plan d'action, agir vraiment, mettre en œuvre tout ça pour avoir un impact positif. Voilà. Merci voilà. beaucoup. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes pour la discussion. Je vous rappelle que vous pouvez poser les questions sur la zone QR. Nous en avons d'ailleurs déjà reçu une. Les orateurs, les intervenants ont la possibilité de taper une réponse également dans la zone QR. Avant de relayer la question qui a été posée, moi j'aimerais m'adresser à tous et vous demander votre opinion. Bon, dans la période de crise économique exceptionnelle qui s'amorce, est-ce que c'est le bon moment pour opérer une transformation RSE ou est-ce qu'au contraire, les entrepreneurs vont d'abord avoir en tête de sauver leur business et puis le reste, on verra plus tard. Alors, est-ce que Monsieur Sibyl, je vous passe la parole. Je pense que vous avez chacun quelque chose à dire sur cette question, donc je passerai la parole à chacun de vous en commençant par Monsieur Sibyl. Oui, alors effectivement, le contexte de pandémie et de crise qui est autour, en fait, est une opportunité extraordinaire dans certaines organisations. Vous avez tous entendu dire que le Covid, en une semaine, avait réussi à faire des transformations sur le plan du télétravail et de l'organisation du travail, là où des dirigeants de grands groupes, en 3 ans ou 4 ans, n'y étaient pas parvenus. Plus concrètement, il y a plusieurs organisations avec lesquelles je travaille qui, dès mi-mars, se sont posé la question comment est-ce que notre organisation pourrait considérer le contexte de pandémie Covid ou autre comme étant l'un de ces modes de fonctionnement simplement normal. Et donc, c'est une vraie réflexion stratégique qui s'est enclenchée avec, pour certains sujets, des demandes de réponse très, très immédiates. Mais je vais vous donner deux exemples concrets. Une entreprise du secteur de la construction s'est posé la question
face à certains paradoxes du style, avant, on n'avait pas le droit de laisser travailler une personne de façon isolée parce que ça posait des problèmes de sécurité. Et pendant la pandémie, on doit isoler les gens pour que justement ils ne se transmettent pas le virus. Donc, comment est-ce qu'on gère ce paradoxe pour avoir une réponse qui soit pérenne? Ils se sont posé la question aussi de leurs approvisionnements, en disant, voilà, il y a des choses qui viennent de loin, de près. Comment est-ce que dans une situation un peu bloquée, contrainte, comme celle de la pandémie, on peut rediscuter avec nos fournisseurs, nos manières de nous approvisionner pour que on puisse continuer à fonctionner? Ce n'est pas un simple plan de continuité d'activité, c'est une vraie réflexion sur comment on fait mûrir notre manière de travailler. Un deuxième exemple, c'est une grosse structure qui gère des investissements financiers sur des investissements de long terme dans pas mal d'endroits sur la planète. Et là, en fait, ils se sont trouvés tout bêtes, du jour au lendemain, se rendant compte que leur capacité à coordonner leurs activités était éminemment liée à leur capacité à se déplacer, à être en contact avec les autres, à avoir des outils partagés. Et là aussi, ils ont, fait émerger une réflexion stratégique à très très court terme en se disant comment est-ce qu'on se débrouille pour que, ne serait-ce qu'en septembre 2020, si jamais on a un second épisode de confinement ou autre chose en 2021 ou 2022, comment est-ce qu'on fait évoluer notre organisation, notre manière de travailler? Et ça, on le fait. On s'en rend bien compte, on ne peut pas avoir une telle réflexion tout seul. On est obligé de faire ça avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec ses investisseurs, parce que là, on s'est retrouvé dans une situation où chacun était un peu isolé, et c'est tous les atomes crochus d'interconnexion qui ont posé problème, notamment. Donc, on a effectivement une très grande opportunité à revoir notamment une partie de son business model en lien avec ses partenaires, ses parties prenantes. Et là, effectivement, c'est un grand pas pour entrer dans ce qu'aujourd'hui on peut appeler démarche de RSE. Merci. Monsieur Colloque, la crise, c'est une opportunité ou bien est-ce qu'au contraire, elle va freiner la mise en place de plans RSE? Alors, effectivement, j'abonde à 200%, si je peux dire, à ce qu'ont dit respectivement Thibaut Liebengut et François Sibyl. La crise, c'est évidemment pas un frein, mais c'est le bon moment, parce que ça, c'est une toute petite crise qu'on a vécue finalement. Une très grosse crise économique, parce qu'on n'en a jamais connu comme ça depuis, certains disent depuis la peste noire, mais peut-être que c'est une toute petite, et c'est certainement une toute petite crise par rapport à celle qu'on peut vivre demain, parce qu'il y en aura d'autres. Et donc, la résilience, c'est être capable de faire face à cet impact. Donc oui, c'est le bon moment, c'est l'excellent moment pour le travailler. Et puis, la RSE, ce n'est pas un outil marketing, un élément de la stratégie, c'est la stratégie, en fait. C'est parce que je pense que mon propos tout à l'heure, c'était de bien dire que chaque entreprise, elle doit questionner de façon très puissante, en profondeur, son business model, quant à son utilité. En quoi mon business model, il sert l'utilité. Et c'est parce que je serai utile que je serai durable et que je ne mourrai pas finalement. Et le reste de la planète avec. Donc ça, c'est le questionnement. Il doit se prolonger, bien sûr, sinon c'est juste du green braining. C'est s'engager avec des indicateurs qui soient réellement très challengeants. C'est se dire, je veux être neutre en carbone à telle échéance. Comment je fais? Et ça, je ne le dis pas tout seul, je le dis, comme disait Thibaut, avec tous les salariés de l'entreprise. D'accord? Toutes mes parties prenantes, je les fais intervenir pour construire ça. Donc, je me questionne. Et ensuite, je conduis le changement. Et pour se questionner, donc on travaille en profondeur dans chaque entreprise et ensuite, on va travailler en
transversale par la coopération. Si possible, le mieux, c'est avec ses voisins, les gens qui sont autour de soi, parce que ça rend les choses plus fortes. Et puis, le deuxième challenge, c'est bien, après, s'engager dans chacun de ces business models, dans la transformation profonde, et s'engager dans des KPI profonds chacun, c'est s'ouvrir aux autres, faire entrer des citoyens, des associations, et pas que ses petits copains dans ces conseils d'administration, se faire challenger fortement. C'est pour ça que des entreprises de conseil peuvent, comme ERCOP, mais il y en a bien sûr d'autres, on ne fait pas de pub, mais peuvent tout à fait venir aider à challenger, à faciliter une démarche pour se questionner en profondeur. Et puis, la participation à des réseaux peut là aussi créer s'ouvrir à des angles différents quand on confronte des entreprises de taille différente, des entreprises de secteurs différents, mais qui finalement partagent ces fameux communs sur notre territoire. Je vous remercie. Il y a de nombreuses questions qui ont été posées par les participants. Il nous reste un tout petit peu moins qu'un quart d'heure. Il va falloir aller un petit peu vite. Voilà une question. Pourriez-vous donner 3 exemples concrets de ROI dans le domaine de la RSE qui pourraient servir d'accroche pour inciter une PME à entamer cette entreprise du futur, un elevator pitch en quelque sorte. Qui souhaite répondre? 3 exemples concrets de ROI. Traditionnellement, on dit que mesurer le ROI d'une démarche de RSE est quelque chose de très compliqué. Vous avez pas mal de groupes de travail à l'international qui essayent de le mesurer. Cela étant, de façon très concrète, deux petits éclairages. Le premier, c'est quelque chose qui doit être à coût nul dans un premier temps. Pourquoi je dis à coût nul? Le principe de la RSE, c'est de commencer par se regarder dans le miroir et de se dire comment est-ce que je fonctionne? Et mes pratiques, comment est-ce qu'elles sont, entre guillemets, responsables? Le but, il n'est pas de débloquer un budget RSE, de nommer une équipe et de faire des trucs en plus. Le but, parce que demain, on va continuer à produire le même type de produits ou de services, etc., etc. Demain, on va continuer à construire des routes, à entretenir des routes. La vraie question, c'est comment on les construit, comment on les entretient. Et la vraie question, ce n'est pas une question de volume global du budget, mais d'allocation du budget et de comment est-ce qu'on l'utilise. Et donc, le ROI de la RSE, il devrait être quelque part immédiat de ce point de vue-là. Ça, c'est juste pour vous donner un éclairage de fond sur l'approche. Alors, ça peut coûter du temps de se regarder dans le miroir, effectivement, mais en même temps, on n'est pas obligé d'examiner l'ensemble de l'organisation d'un seul coup et d'y passer 6 mois. Petit exemple, j'ai travaillé il y a quelque temps avec un fromager, une démarche RSE sur ce fromager qui tourne sur plusieurs marchés. Et ben, ça s'est traduit concrètement par quoi? Il a un camion frigorifique et le gaz réfrigérant qu'il a dedans a une incidence ou avait une incidence sur le réchauffement climatique. Il s'est rendu compte en travaillant sur ce sujet que la personne qui faisait l'entretien une fois par an purgeait le système, envoyait le gaz dans l'air et vidait une cartouche neuve à l'intérieur. Et donc là, maintenant, il est passé à simplement injecter un complément. Ça s'est traduit par une isolation de sa chambre froide chez lui pour diminuer la consommation d'énergie. Sur le plan social, ça s'est traduit par il a un salarié qui venait en scooter sur les marchés, qui arrivait parfois à l'heure, parfois pas à l'heure, qui utilisait l'essence de son scooter. Et bien là, maintenant, avec sa camionnette frigorifique, il passe le prendre chez lui et il l'emmène sur le marché et il le ramène chez lui. Comme ça, il y a un trajet qui se fait en commun. Les jours de pluie ou les jours où il fait froid en hiver, il y a un gain des conditions de travail, etc., etc. Je pourrais aller plus loin, mais voilà, c'est juste pour vous dire, même à cette échelle-là, on peut faire des choses très concrètes, très intéressantes et qui ont plein de sens. Il a réfléchi sur ses emballages, il a réfléchi sur l'origine des fromages et il a réfléchi sur la relation avec ses clients notamment. Voilà, juste. Et là-dessus, le retour sur investissement, en fait, il n'y a même pas besoin de le mesurer.
Merci, Monsieur Liebengut. Je voulais juste ajouter que moi je le vois enfin je vois les exemples en fait en face de moi, notamment de mes clients, mais d'autres aussi. Je vois aujourd'hui Nike simplement qui maintenant a intégré dans le pilotage de l'entreprise. Les actionnaires en fait regardent deux graphiques, regardent forcément le graphique du chiffre d'affaires encore, mais regardent aussi le graphique de l'impact carbone, l'impact CO2. Aujourd'hui, chaque employé, et c'est la même chose chez Salomon maintenant, chaque employé est évalué sur l'impact qu'il peut avoir, l'impact positif qu'il peut avoir de réduction de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une chose. Donc, on peut mesurer cette performance et maintenant, ça rentre dans la stratégie d'entreprise. Et en fait, je le revois aussi dans un exemple plus proche de nous, qui est une jeune marque qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Picture, qui fait des vêtements de ski notamment, qui en a fait son avantage compétitif. Alors, elle a fait de la RSE et du développement durable son credo. Donc maintenant, elle fait uniquement des vêtements à base de produits recyclés ou biosourcés. Et en fait, aujourd'hui, c'est la marque outdoor, la marque de sport de nature qui est le plus en vogue, qui a le plus de croissance, et parce que aujourd'hui, voilà, ses clients les plus jeunes ont ce besoin-là, quoi. Donc nous, on le voit au quotidien, mais en fait, l'ensemble de la société change, et en fait, la RSE devient même plus une stratégie. Et comme tu disais, Olivier, tout à l'heure, la RSE, c'est la stratégie, quoi. Ça doit être complètement intégré dans l'entreprise, et maintenant, ça devrait être la normalité, quoi. Merci beaucoup. Une autre question. Comment la Suisse et la France se positionnent-elles globalement en termes de pays où les entreprises appliquent la RSE? Est-ce que ces pays sont bons? Est-ce qu'il y a des marges de progression? Je soupçonne qu'il y aura des marges de progression. Qui veut commencer à amorcer la réponse? Positionnement de la Suisse et de la France en comparaison internationale. Vous avez effectivement un niveau d'appropriation du sujet de la RSE qui est très différent ou assez différent d'un pays à l'autre, qui est lié à sa culture, qui est lié à son histoire, qui est lié à la manière dont fonctionnent les organisations sur ces questions environnement, sur ces questions de mécénat, etc. Et vous avez et ça fait le lien avec la question de la CSA de tout à l'heure, vous avez pas mal de pays qui sont centrés sur la logique qu'on peut qualifier un peu de mécénat, c'est-à-dire on va chercher à financer là où ça va pouvoir faire du bien à l'environnement ou à l'humain ou au développement. Et effectivement, la tendance de fond, elle est d'essayer de cerner comment est-ce qu'on peut passer de là, ne pas supprimer le mécénat, ce n'est pas l'idée, mais ne pas oublier d'avoir une action stratégique de diminution de son propre impact sur l'environnement et sur l'humain. Et on peut à ce niveau-là dire, si je prends l'exemple de la Suisse, on a assez facilement une culture qui consiste alors, il y a deux aspects. Il y a une culture suisse qui est très forte sur le plan de la prise en compte des parties prenantes locales et de son environnement, etc. Par contre, à l'échelle un petit peu plus globale, on a une culture qui semblerait être pas mal centrée sur le financement à impact positif et sur ce genre de choses. Le but n'est pas de comparer la France avec la France. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le territoire français, il y a une grande variété de ce point de vue-là. Vous avez des organisations qui ont compris et qui ont switché, qui essayent d'avancer, et vous en avez qui n'ont clairement pas encore compris et qui sont dans comment je me protège face à toutes les nouvelles lois, que ce soit la loi sur la corruption, que ce soit la loi sur le devoir de vigilance, ou la loi sur le reporting extra-financier, pour se dire comment je me protège contre tout ça. Voilà quelques exemples. Après, voilà, à l'échelle internationale, vous avez tout un tas de pays sur lesquels, si on cherche juste l'innovation, où se fait l'innovation en matière de RSE, vous avez, pas forcément à l'échelle d'un pays, mais localement, vous avez en Thaïlande, en Afrique du Sud, au Brésil, au Danemark, en Chine, vous avez des innovations extrêmement intéressantes qui se passent sur ces sujets-là. Merci. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Monsieur Colloc, non. Monsieur Liebengut. Nous avons des questions assez proches sur le sujet de la réglementation et des normes. Quelqu'un demande
Si les orateurs pensent que les autorités vont assez loin dans leurs actions, que ce soit la loi sur le CO2 et le plan 2020-2023 du Conseil fédéral ou bien la Convention citoyenne pour le climat dont le rapport final a été remis dimanche, un petit peu dans le même ordre d'idées, quelqu'un demande l'opinion de M. Teucher sur la taxe carbone sur les billets d'avion. On va peut-être commencer par cette question qui est la plus simple, M. Teucher. La plus simple, je ne sais pas. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, effectivement, il n'y avait pas voilà, le kérosène, on sait qu'il n'est pas taxé au niveau international. Moi, je pense que c'est mon avis personnel, c'est que c'était un peu une fatalité et que voilà, il fallait que du point de vue légal, il fallait trouver un levier pour essayer de prendre en compte les externalités, voilà, les impacts négatifs du trafic aérien. Et c'est un moyen. Maintenant, est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça va être suffisamment dissuasif, faire vraiment varier les prix des billets d'avion? Ça reste à voir. En Suisse, en tout cas, où il y a une grande proportion de gens qui voyagent en comparaison d'autres pays, notamment en raison d'un grand pouvoir d'achat. Est-ce que je crois que là, il est prévu de rajouter entre 40 et 120 francs sur un billet d'avion. Alors peut-être que ça aura un impact effectivement sur les gens qui voyageaient beaucoup sur des destinations européennes. Maintenant, voilà, je pense qu'il faudra attendre pour voir l'efficacité de ces mesures. Ouais. Merci beaucoup. Une autre opinion sur le cadre réglementaire suisse et ou français d'une manière générale qui veut se lancer? Monsieur Colloque. Sur le cadre réglementaire, moi je pense que le cadre réglementaire, il a vocation avant tout à gérer les retardataires. Donc si je peux dire, à faire monter le niveau d'exigence par le bas. Les entreprises, on doit être créatif. Et être créatif, c'est d'aller devancer très largement ce cadre réglementaire le plus tôt possible pour ne pas être surpris et contraint par ce cadre. C'est ça l'enjeu de transformation, il est là. Donc le cadre, il arrive derrière pour nettoyer un peu comme la voiture balai dans le Tour de France ou le Tour de Suisse. Voilà. Mais je crois que l'enjeu principal, c'est de se dire, bon, par exemple, on a parlé d'économie circulaire tout à l'heure. Dans l'économie circulaire, il va y avoir dans plusieurs pays européens des lois qui s'appellent en anglais ERP ou REP en français, responsabilité élargie du producteur, qui visent à faire en sorte que dans certains secteurs d'activité, on ait l'obligation de recollecter les produits qu'on a mis sur le marché. Pour faire court, grosso modo, si on n'anticipe pas, ça devient une contrainte qui va générer des coûts en plus de la taxe qu'on va devoir régler si on ne l'applique pas. Or, si on l'anticipe, on va faire changer notre business model pour en faire une opportunité. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller se dire, d'aller questionner quel est le sens de la loi. Évidemment qu'elles ne vont pas assez loin. Et la loi, elle est faite, c'est comme la voiture balai, elle n'est jamais en premier, sinon ce n'est pas un balai. Donc, elle est faite pour… la loi est faite pour aller effectivement niveler par le bas, ramener tout le monde à un certain niveau, mais il faut qu'il y ait des gens qui prennent les relais comme dans une course de vélo. Et donc, qui aillent chercher des choses qui anticipent et qui vont mettre un petit peu de piment dans la course. Voilà. Merci. Monsieur Sibyl, je vois que vous avez activé votre micro. Un tout petit mot pour dire aussi qu'en général, la législation, elle arrive aussi un petit peu en retard par rapport aux enjeux qui viennent se poser et qu'en général, rares sont les législateurs qui parviennent à avoir vraiment de l'avance par rapport à l'ampleur des enjeux qui sont à gérer. Donc, je crois qu'on peut aussi avoir une réponse globale qui est de dire, en général, la législation, elle n'est pas complètement à la hauteur du défi qui est à appréhender.
et la place des lobbies, quelle que soit la nature des lobbies, hein, mais la place des lobbies, en général, elle est là aussi pour nuancer les ambitions d'une législation, que ce soit sur l'environnement, sur le plan social, sur le plan humain, parce que justement, ça perturbe des équilibres, des enjeux, des équations économiques qui sont en place. Je vous remercie. Nous avons non seulement atteint, mais même dépassé l'heure annoncée de fin du webinaire. Je veux juste poser à tout le monde une dernière question. Est-ce que si on doit retenir qu'une chose des échanges de ce matin, est-ce que ça serait juste de dire que finalement, toute entreprise, indépendamment de sa taille, peut se lancer dans la RSE et ça ne va pas lui coûter un bras? Je vois M. Colloque qui opine du bonnet, donc je pense ça veut dire que c'est juste de dire ça. Que deux, finalement, pour commencer, il n'y a pas une recette applicable à tout le monde, mais commencer, c'est s'examiner. Donc c'est quelque part peut-être moins sexy que dire oui, voilà le livre de recettes, vous commencez à la page 1. Donc c'est commencer par examiner son modèle d'entreprise. C'est toujours juste si je dis ça? Oui. Oui, oui. Et la troisième chose, on peut se lancer dans cette démarche sans craindre des coûts. Ou est-ce que ça, c'est une affirmation un petit peu plus osée? Il y en aura toujours, je pense. Ouais. Il y en aura toujours, mais c'est des coûts nécessaires pour la transformation d'une entreprise. Puis les coûts, entreprendre, il y a des coûts. Quand on investit, on pose un coût pour générer de la création de valeur et pour générer la pérennité de l'entreprise. C'est pour ça qu'on pose des coûts. Des coûts de fonctionnement pour des coûts additionnels, tout ça, ça n'intéresse personne si on le dit comme ça. Mais des coûts qui sont de transformation pour investir pour l'avenir, aucun entrepreneur se pose la question de dire il ne faut surtout pas investir. Parce que investir, c'est entreprendre. Mais il faut investir dans le futur qu'on désire. Au fond, la RSE, c'est la nouvelle normalité de la vie de l'entreprise. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Alors, En tout cas, on va y travailler. Pardon? Excusez-moi, je n'ai pas compris. En tout cas, on va y travailler. Je pense que c'est dommage d'associer systématiquement la RSE à des coûts parce que c'est souvent aussi ça peut être souvent un avantage compétitif et ça peut répondre aussi à des besoins des consommateurs et du coup c'est aussi une opportunité pour des entreprises de se démarquer et puis de suivre aussi les tendances et notamment suite à cette crise du Covid, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont adapter leur comportement de consommation, qui ont pris conscience aussi de la fragilité de notre économie, de leur santé, et du coup qui feront beaucoup plus attention potentiellement à ce qu'ils vont consommer. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. En temps normal, je vous inviterai tous à poursuivre les échanges autour de la machine à café, mais là, ça va être chacun la sienne de machine à café. Merci Pierre-Marie pour j'allais dire ton assistance technique, mais c'était plus que de l'assistance, c'était de l'organisation technique. Et je vous dis à bientôt au deuxième semestre pour une reprise des tables rondes dans leur format habituel. Et je crois que une ou deux personnes l'ont signalé dans les boîtes d'échange. Je crois que la partie de vrai échange et discussion en bilatéral a quand même manqué à plus d'un d'entre nous. Merci, à bientôt, bon été à tous.